Bonjour, donc merci de nous avoir accueillis pour parler avec vous. Donc, comment faire par rapport à la peur et la douleur? Pour essayer d'éviter cette association, quel rôle peuvent avoir les parents face à ce problème et quelques pistes pour vous aider et aider l'enfant douloureux. Chez le tout petit, peur et douleur sont extrêmement intimement liés. Comme le dit Cyrulnik dans Les vilains petits canards, en attribuant un sens à l'événement douleur, il en modifie l'éprouvé. La douleur, comme l'a dit Serge Perrault, n'a pas de sens. C'est un signal biologique qui passe ou qui reste bloqué, et la signification que prend ce signal dépend autant du contexte culturel que de l'histoire de l'enfant. Donc notre rôle, ça va être de comprendre, d'aider l'enfant à comprendre, d'aider la famille à comprendre. On sait que le terme docteur vient du lapin. C'est pas mal, hein, ça. On est filmé, c'est trop bien. Du latin docere, qui signifie enseignant. Eh bien, je pense que le rire, c'est effectivement extrêmement important. J'ai du mal à être très sérieuse pendant toutes les consultations, et je crois que c'est ça aussi qui est un atout important, c'est de savoir rire avec les enfants. Et donc, pour l'enfant, ça va être de peut-être quitter cette place de médecin pour être quelqu'un qui va être dans l'accompagnement, qui va l'aider à comprendre, qui va l'aider à dédramatiser et apprendre quelque chose à son propre sujet pour mieux maîtriser et mieux comprendre son corps. Au fil des consultations, le corps va montrer des signes que quelque chose ne va pas, et le médecin va pouvoir leur dire pourquoi et l'aider à rétablir les choses. On va utiliser les dessins, bien sûr, avec les enfants et les aider à sortir de leurs préoccupations et de leurs croyances. Les enfants n'ont pas les mêmes peurs que nous. Un petit qui avait des taches de rousseur pensait que si on le piquait dans une tache de rousseur, il allait se vider de tout son sang. Donc si on n'interroge pas, on ne comprend pas la peur de l'enfant, on ne peut pas la deviner parce qu'elles sont différentes des nôtres. Les bonnes explications sur les effets secondaires ou bénéfiques vont permettre au processus d'intégration de la douleur de se faire et d'influencer sur la guérison. Or, pour apprivoiser les petits loups, il faut du temps, encore plus que pour un adulte, et donc tout le temps de mettre ses marques, de devenir la personne de confiance avec laquelle il va pouvoir se confier, jouer, eh bien c'est extrêmement important. Parce que s'ils ne comprennent pas, ou qui n'ont pas d'explication suffisante ou satisfaisante, eh bien, ils vont faire leur propre compréhension de la problématique, et ça peut interférer, là, alors, avec la guérison. Pour eux, ça peut être des petits bonhommes qui se battent dans le genou, qui font des attaques multiples. C'est vrai qu'il faut l'avoir compris pour pouvoir les aider à dédramatiser, à sortir d'histoires dans lesquelles ils s'enferment, et la peur, elle raconte des histoires qui ne sont pas sympathiques. Donc l'incertitude va entraîner de la vigilance qui peut se transformer en anxiété. Et les enfants, aussi bien que leurs parents, comptent sur nous pour savoir ce qui se passe, pour recevoir des explications et des indications et du réconfort, et bien sûr un soulagement. Donc comment est-ce qu'on peut faire aussi pour faire en sorte que la douleur actuelle ne soit pas anticipée par une douleur du passé et projetée pour une douleur future? Comment est-ce qu'on peut essayer de sortir de ces cercles vicieux de la peur et de la douleur? Donc quel rôle pour l'enfant et la famille face à ce problème? On sait que l'anxiété des parents est prédictive de l'anxiété des enfants, et il est important de considérer parents-enfants comme un tout qui nécessite une attention tout à fait particulière. Alors bien sûr, on sait que, pas rentrer dans la commisération, si on est trop empathique, on va augmenter l'intensité de la douleur. Donc c'est trouver une bonne distance dans laquelle on va pouvoir rassurer l'enfant et surtout, bien sûr, ne pas mentir, ils ont une très bonne mémoire. Les parents ont besoin d'aide aussi pour aider leur enfant à faire face. Ils ont tendance à porter émotionnellement la douleur de l'enfant, et c'est pourquoi ils sont tous à bout, parfois préoccupés, parfois désespérés. Un enfant qui souffre a un parent qui souffre. Le simple fait d'exprimer sa souffrance, loin de l'enfant malade, peut alléger leurs sentiments de colère et d'impuissance.
Donc, savoir proposer des pauses, respirer, de l'exercice, pourquoi pas tenir un blog, un journal d'observation pour clarifier les choses, pour pouvoir trouver une distance plus juste. Comme je dis, on ne peut pas donner si on a les étagères vides. Donc, quelle piste pour aider l'enfant? Alors, nous, on utilise les techniques d'hypnose, on utilise les techniques de biofeedback, on utilise les techniques de méditation, mais tout ça, ça va être aussi en fonction de qui est l'enfant. Si c'est un rêveur, bien évidemment l'hypnose. Si c'est un petit scientifique, on va peut-être plutôt travailler sur le souffle. Moi, j'aime bien, j'ai toujours des ballons dans mon bureau pour leur faire gonfler, parce que déjà comprendre comment ça marche de souffler, comment ça peut être déjà d'être tout mou quand on souffle plutôt que complètement tendu en alerte face à la douleur. Donc, ce n'est pas forcément des choses complexes. Donc, le thérapeute va de toute manière, même en hypnose, quand il va donner les techniques à l'enfant pour qu'il puisse faire son auto-hypnose, il va être face à quelqu'un qui n'est pas comme l'adulte, c'est-à-dire qu'il va bouger, il va ouvrir les yeux ou les fermer, il va faire des commentaires, il va entrer et sortir de l'état hypnotique. La transe hypnotique n'est pas la même chez l'enfant et chez l'adulte. Donc, il faut s'adapter. Alors là, je vous ai mis plusieurs techniques. Chez les plus petits, c'est plutôt des rythmes réguliers, la chanson que chante maman qui va bercer l'enfant, les bulles de savon juste au-dessus avec par exemple la crème magique ou la potion magique qui va à chaque gorgée permettre une détente et une coloration agréable pour l'enfant et au fond, en fait, retrouver un confort dans son corps. Pour les plus grands, l'endroit favori, le fait du tapis volant, et encore plus grand, on peut faire des catalepsies, c'est-à-dire une sensation de lourdeur qui peut parfois être confortable, ou de lévitation pour là, au contraire, être dans quelque chose de léger, comme les ballons. On sait que la présence des parents durant les soins médicaux est ce qui aide le plus les enfants à faire face à la douleur. Donc, il faut qu'on les considère encore plus comme des alliés et peut-être qu'on les implique encore plus dans ces techniques où ils pourraient accompagner les soignants qui sont souvent, malheureusement, peu nombreux et ne peuvent pas avoir les besoins physiques de donner toutes ces techniques, même si à Caen, depuis 9 ans, on forme les équipes aux techniques d'hypnose. Les encourager à faire quelque chose pour être acteurs et être présents auprès de leur enfant, ne serait-ce que faire des bulles ou raconter une histoire, mais qui leur permettent de s'absorber dans leur imaginaire, puisque une frontière serait floue entre réel et imaginaire. Profitons-en, puisque c'est ça qui leur permet aussi de détourner l'attention. Parler calmement et clairement, avoir un contact oculaire direct, lui dire que son corps sait parfaitement ce qu'il peut faire pour guérir, lui donner des notions très simples comme ce que font les Anglais avec le tell show do. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leur montrer les choses pour pouvoir ensuite, après avoir raconté, pouvoir réaliser le geste avec des mots à eux. C'est les dentistes qui ont beaucoup utilisé ces techniques. Donc, par exemple, le petit aspirateur, on dit que c'est un petit aspirateur à bisous. Et puis on va le poser sur la main, et du coup on peut après facilement le mettre dans la bouche, puisque l'enfant a compris, il a senti dans son corps que c'était quelque chose d'anodin, il va pouvoir l'accepter en toute sérénité. Donc l'idée c'est d'adapter en fonction de l'expérience sensorielle de l'enfant par rapport au geste qu'on va lui proposer. Donc il faut être inventif, le mettre sur les genoux, exploiter son imagination. Quand on va regarder l'oreille, par exemple, je me demande s'il n'y a pas un petit lapin dans ton oreille droite. Est-ce que je peux aller voir? Parce qu'il me semble que j'ai vu un petit lapin. Et donc là, on va plus facilement rentrer dans l'interaction, le jeu. Il faut avoir du fun avec les enfants, oser être ridicule probablement, mais être avec eux et s'amuser pour être accepté et leur permettre de vivre au mieux les soins. Éviter la contention, parce qu'effectivement, on sait bien qu'elle va générer plus de tension, plus d'alerte, plus d'anxiété, plus de peur. Et donc, au maximum, essayer de créer un lien qui permettra d'être tout à fait confortable avec lui, quitte à se rapprocher de l'oreille de l'enfant pour lui parler et être dans une certaine intimité et lui permettre comme ça de se relâcher malgré les soins. Alors, bien sûr, si possible, de l'apprentissage vicariant, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si un autre enfant a déjà eu ce geste et qu'il le vit bien, si on le fait voir à l'enfant, il va apprendre de cette vision tout à fait sereine
décidément, on est filmé, c'est terrible, que ça peut très bien se passer, malgré que ce soit un geste. Si l'autre enfant le fait tout à fait sereinement, il peut servir de modèle d'apprentissage à l'enfant qui, du coup, va pouvoir vivre cette expérience beaucoup plus sereinement. On fait des groupes aussi de gestion de la douleur chez les migraineux, et là, on a envie d'en faire aussi concernant la douleur abdominale. Reprendre avec eux ce qui les a aidés. Est-ce que tu peux me donner des idées sur ce qui te permet d'être plus confiant, d'avoir moins peur? Sais-tu comment faire partir la douleur? On peut reprendre l'histoire favorite, les contes. Hein, vous savez, on est le petit lapin où on est la tortue, mais en fait, c'est la tortue qui gagne. Et donc ça, c'est des histoires universelles et qui font toujours plaisir quand on a des difficultés à se mobiliser. Donc l'hypnose, c'est s'évader, c'est modifier, c'est retrouver du contrôle pour mieux gérer la douleur. On peut s'isoler avec l'hypnose. En étant dans cet état d'absorption, on peut ne plus être dans un contexte hospitalier qui peut parfois être difficile. On peut imaginer, quand on n'a pas le temps de mettre la crème EMLA, de mettre une crème magique qui va créer la même analgésie chez l'enfant et permettre de pouvoir faire un soin dans l'urgence plus sereinement. Ah bah ça marche plus. Non, même pas. Voilà. On peut prendre un rôle actif en disant à l'enfant, une fois qu'on a mis le garrot et qu'on sait que les veines vont gonfler, de lui demander s'il est d'accord pour gonfler ses veines pour qu'on puisse faire le prélèvement. Donc, c'est des histoires de langage, mais c'est lui permettre de reprendre un côté actif de contrôle qui, on le sait tout à fait, va permettre de diminuer l'anxiété. On peut lui proposer même d'ouvrir son robinet de la veine pour que ça coule plus vite et refermer quand c'est fini. Donc, c'est quoi l'apport de cette auto-hypnose? C'est un peu plus d'autonomie, un peu plus de confiance, un peu de contrôle, de la relaxation, de la sécurité dans son corps, trouver des solutions, et on peut même, comme dans Harry Potter, avoir une pancine pour déposer les mauvais souvenirs. Alors, quelques illustrations. Ça, c'est une petite qui avait des douleurs osseuses. Ça faisait comme des boules de feu avec des piquants. Elle l'a très bien fait. Et donc, ça, c'est l'image problème, l'image solution, avec une image pont. Donc, elle a imaginé, comme elle était gourmande, qu'elle mettait du chamallow et de la glace autour de chacune des boules de feu. Et après, elle est passée donc d'une VA à 8 à une VA à 2. Celle-ci avait des douleurs musculaires extrêmement intenses. Et elle imaginait des petits bonhommes qui allaient desserrer pour que ce soit enfin détendu. Voilà. Ben, je vous remercie. Alors, on a pris un petit peu de retard. Néanmoins, si vous avez des questions, vous avez donc là les 3 représentantes du CETD de Caen. Étienne. Je suis Étienne Mornay, je suis membre de l'association Hypophosphatasie Europe. Vous nous avez dit, je disais que j'étais Étienne Mornay, que je suis membre de l'association Hypophosphatasie Europe. Vous nous avez dit que la douleur est un signal et que, si j'ai bien compris, la plupart du temps, ce signal ne sert à rien. On a eu l'image du signal d'alarme qui continue à sonner alors que le cambrioleur est parti. Mais est-ce qu'on a évalué l'impact du traitement de la douleur sur la solution à la douleur? Autrement dit, est-ce que par exemple, le fait de ne pas traiter un patient a un effet sur la solution, la réparation, par exemple? Bien sûr, parce que sinon il y a la colère qui s'emmène. Hein, je pense que quand on n'est pas entendu, il y a une colère extrêmement importante.
Et je pense qu'il faut, quand on travaille dans un centre antidouleur, pouvoir entendre cette colère aussi des patients face à cette impuissance qu'ils ont dû vivre et cette incompréhension. Hein. Moi, j'aime bien leur chanter la chanson de Bagdad Café, I am calling you, can you hear me? Hein, c'est-à-dire, est-ce que je vous parle, est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est souvent un jeu de dupes, et l'idée, c'est vraiment de sortir de ça. Et comme le disait très justement le professeur Perrault, c'est croire et entendre. Je pense que notre rôle, c'est déjà d'avoir des oreilles. Et effectivement, ça a une implication, parce que je pense que si la personne se sent enfin entendue, eh bien, on va pouvoir commencer à démarrer quelque chose de l'ordre de l'alliance. Et les attentes thérapeutiques sont importantes. C'est-à-dire qu'il y a l'attente d'auto-efficacité, mais aussi l'attente de l'efficacité du traitement. Et il y a des études qui prouvent que si on n'a plus d'attente positive, eh bien, on va générer, même si le traitement pourrait potentiellement être efficace, quelque chose qui deviendra inefficace puisqu'on est dans une attente négative. Donc cette impuissance qui va pouvoir découler de ce manque de compréhension mutuelle risque de générer une impuissance et une perte d'attente positive. Bonjour. On parle souvent de l'enfant et puis après de l'adulte, mais il y a la partie qui est parfois moins facile, l'adolescence, où là, ils vont pas avoir les mêmes réactions, où on va leur dire mais t'es plus un enfant donc tu peux supporter, et c'est pas encore un adulte pour peut-être des fois supporter certaines choses. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place dans cette catégorie d'âge qui n'est déjà pas simple et qui du coup pour eux provoquent des fois des réactions différentes aussi? Oui, alors on les accompagne différemment, mais on les accompagne aussi. Enfin, c'est pas parce que c'est plus vraiment des enfants qu'on peut pas faire quelque chose pour pas qu'ils aient mal. Et c'est aussi important Monsieur Perrault le disait aussi tout à l'heure, hein, c'est pas parce qu'on est un adulte qu'il faut pas qu'on mette en place des choses pour pas qu'il y ait de douleur pendant les soins, par exemple. Hein. Donc c'est important c'est pas parce que c'est plus un petit qu'on met plus de crème EMLA pour une prise de sang, par exemple, ou pour la pose d'un cathéter pour faire un traitement. Enfin voilà. Ouais, c'est vrai que du coup on en parle beaucoup moins de cette période-là et bon, les enfants grandissent. Et puis il faut savoir être plus souple avec les ados. Hein. Il faut avoir un cadre, mais un cadre souple. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un ras-le-bol à l'adolescence qui est tout à fait légitime et qu'il faut savoir là encore entendre. Peut-être il ne faut pas être aussi rigide que ça et pas vouloir être un peu niaiseux comme sont les médecins qui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Être compréhensible et laisser justement cette part de communication sur l'ambivalence. Hein. Il faut la questionner, l'ambivalence, plutôt que la confronter. Si on veut réussir à aboutir à un contrat entre ados et nous, qui soit à peu près légitime, mais qui ne soit pas un jeu de dupes. Quand on vous parle d'un contrat et qu'on écoute vraiment les attentes pour mettre en place le projet thérapeutique en douleur chronique, c'est vraiment ça, c'est qu'on s'adapte. Ce n'est pas le même programme pour tout le monde, parce qu'en fonction de chacun, on ne fera pas la même chose. Voilà, c'est le sur-mesure, c'est Dior au lieu de Zara. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Merci beaucoup.